Montez sur le tapis et prouvez que vous n'êtes pas juste deux filles brillantes du ghetto qui prétendent connaître le karaté. La voix de Blaine Harker résonna dans le dojo alors qu'il s'approchait de Nia Roland. Un sourire moqueur sur le visage, tandis que le silence s'installait autour d'eux. Les ceintures noires se resserrèrent dans le cercle, souriant comme s'ils avaient déjà gagné. Jace Roar s'avança et poussa Nia violemment dans la poitrine. « 30 secondes, ricana-t-il. C'est tout le temps que tu tiendras. » La poussée la fit à peine bouger. Nia se tenait silencieuse à côté de sa jumelle Naomi Roland, les bras croisés, le regard fixe, tandis que les hommes riant de plus fort, savourant déjà l'humiliation qu'ils pensaient acquise. Aucun d'entre eux ne remarqua les vieilles cicatrices qui parcouraient les avant-bras de Nia sous les manches bleues de son T-shirt, ni ne réalisa que les deux femmes qu'il raillait avaient passé des années à s'entraîner dans des endroits où les combats n'étaient pas des tournois. C'était une question de survie. Avant de continuer, indiquez depuis quel endroit du monde vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du Patriot Tiger Dojo, projetant de longues ombres sur le sol en bois poli. Des tapis rouges et bleus recouvraient la zone d'entraînement principale, entourés de sacs lourds suspendus à des chaînes au plafond. L'air sentait la sueur et le nettoyant artificiel à base de peine. Nia et Naomi Roland entrèrent côte à côte, d'un pas mesuré et silencieux. Madame Loretta James marchait entre elles, ses cheveux argentés captant la lumière, le dos droit malgré son âge. Les jumelles portaient des vêtements d'entraînement noirs simples, des manches couvrant leurs bras. Rien de voyant, rien qui attire l'attention. Le sourire de Blaine Harker apparut avant lui, émergeant de son bureau dans un jet blanc impeccable avec de multiples écussons. Sa ceinture noire était parfaitement nouée au centre, chaque pli était parfait. Deux jeunes hommes en ceinture noire le flanquaient, Jace Roar et Cole Vance, leur sourire reflétant le mépris. « Tiens, tiens, » dit Blaine en écartant les bras. « Qu'est-ce qui amène des visiteurs aussi inattendus dans mon dojo? » Son ton dégoulinait d'un faux accueil. « Bonjour, » dit Nia d'un ton neutre. « Nous aimerions discuter de la location d'un espace pour un cours de sécurité destiné aux personnes âgées. » L'adjoint Ren Maddox était adossé au mur, les bras croisés sur son uniforme. Il n'était pas visible depuis l'entrée. Ses bottes laissaient des traces sur le tapis sur lequel il se tenait. La sécurité des seniors. Blaine haussa les sourcils. C'est ambitieux pour votre niveau de compétence. Jace et Cole ricanèrent. Naomi remarqua leur position. L'un à gauche, l'autre à droite, formant un triangle subtil avec Blaine au centre. Nous avons de l'expérience, dit Naomi calmement. Et des références. De l'expérience? Le sourire de Blaine s'élargit. Dans quoi exactement? L'aérobic? Le yoga sur chaise? Encore des ricanements. Madame Loretta serra les mâchoires, mais resta silencieuse, observant la scène. Puis-je voir vos papiers d'identité? L'adjoint Maddox se détacha du mur et fit le tour derrière eux. Je ne fais que suivre la procédure. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Nia suivit son mouvement sans tourner la tête. Est-ce que la procédure standard pour louer des locaux? C'est la procédure quand je le dis. Maddox termina son tour et s'arrêta trop près de l'épaule de Naomi. Ça vous pose un problème? Aucun problème, répondit Naomi d'une voix calme. Les deux jumelles sortirent leur permis de conduire. Madame Loretta garda les mains jointes. Jace bougea soudainement, heurtant violemment l'épaule de Madame Loretta en passant. Elle trébucha, mais se rattrapa grâce aux bras solides de Nia. « Oh! » Le visage de Jace se tordit en une expression de fausse inquiétude. Tellement dramatique. Ce n'était qu'un léger contact. Il a tapé dans la main de Cole. Tous deux ont ri. Les yeux de Nia se sont posés sur les caméras de sécurité dans les coins, puis sur la sortie de secours, notant les distances et les angles. Elle a remarqué que Blaine et Maddox échangeaient des regards rapides. Un signal silencieux a été échangé entre eux. « Écoutez, » a dit Blaine, arpentant le bord du tapis, « c'est un centre d'entraînement sérieux. Nous enseignons ici les arts martiaux véritables, pas ce que vous pensez pouvoir offrir. » Il fit un geste dédaigneux vers leurs vêtements. « Notre assurance a des normes, notre réputation a des normes. Nous comprenons, dit Naomi. Nous pouvons fournir des références. » « Des références, interrompit Cole. « De où? » Du YMCA. « Allons, allons, dit Blaine en levant la main, mais son sourire narquois encouragea davantage la moquerie. « Soyons professionnels. Ces dames ont clairement de bonnes intentions. Elles ne comprennent tout simplement pas les questions de responsabilité civile liées à un véritable entraînement au combat. Nous comprenons très bien la responsabilité civile, dit Nia, chaque mot étant précis et contrôlé. Vraiment? Maddox tenait toujours leurs pièces d'identité, les examinant avec un soin exagéré.
Comme entrer dans une entreprise légitime sous de faux prétextes pouvait poser problème, Madame Loretta s'avança. Il n'y a rien de faux, madame. Maddox l'interrompit. Veuillez ne pas vous immiscer dans les questions officielles. Officielles? La voix de Naomi restait douce. Sommes-nous en état d'arrestation, adjoint? Cela dépend de votre coopération. Sa main reposait nonchalamment sur sa ceinture. Blaine frappa dans ses mains, le son résonnant dans l'air tendu. J'ai une solution simple. Il désigna le tapis bleu au centre de la pièce. Tout de suite. Affrontez mes ceintures noires ou sortez. Les néons du dojo bourdonnaient au-dessus de leur tête, tandis que les élèves se pressaient les uns contre les autres, formant un cercle serré autour du tapis de compétition bleu. Leurs visages impatients brillaient, leur téléphone brandi bien haut, prêt à enregistrer ce qu'ils pensaient être un divertissement rapide. Evans leva son appareil photo professionnel, ajustant soigneusement sa position près du mur. « Regardez ça », ordonna Blaine, sa voix résonnant dans la pièce avec une autorité théâtrale. « Regardez ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. » Jason Cole se pavana sur le tapis, leur ceinture noire nouée avec précision, leur uniforme repassé au fer à vapeur. Ils rebondissaient sur leurs orteils, lançant des coups de poing d'entraînement qui fendaient l'air avec des claquements secs. « Mesdames », appela Blaine, dégoulinant de condescendance, « dernière chance de partir avec un peu de dignité. » Les jumelles montèrent sur le tapis avec une précision calme. Leurs mouvements étaient mesurés et efficaces. Pas d'énergie gaspillée, pas de fanfaronnade. Naomi ajusta sa manche tandis que Nia scrutait la salle, notant chaque sortie, chaque angle de caméra, chaque visage dans la foule. « Tu as peur ?» railla Jace en lançant un coup de pied haut qui s'arrêta à quelques centimètres du visage de Naomi. Elle ne broncha pas. « Tu aurais dû rester à ta place, à apprendre aux vieux à tomber sans se faire mal. » L'adjoint de Maddox s'approcha du bord du tapis, la main posée nonchalamment sur sa ceinture. « N'oubliez pas, dit-il d'un ton traînant, toute force excessive sera considérée comme une agression. » Son sourire en disait long sur qui déciderait de ce qui était excessif. L'arbitre, l'un des instructeurs juniors de Blaine, leva la main. « Prêt, partez !» Jace bougea avant même que le mot ne soit fini, se lançant en avant avec une poussée vicieuse, visant directement Mademoiselle Loretta, qui observait depuis le bord. La foule retint son souffle lorsque son épaule fonça en avant, mais Naomi était déjà là. Elle glissa entre eux comme de l'eau, absorbant l'impact dans sa poitrine. « C'est une faute !» cria Loretta, mais sa voix fut couverte par les cris des élèves. Jace enchaîna avec un coup de coude dans le sternum de Naomi, espérant clairement la mettre hors d'état de nuire. Le coup porta avec un bruit sourd qui résonna sur les murs, mais Naomi suivit le mouvement, pivotant sur son pied arrière comme s'il dansait. Ses mains se trouvèrent en sa manche et son col avec une précision chirurgicale. Un mouvement fluide, une rotation des hanches, un balayage de jambes, un coup d'épaule. Jace s'envola dans les airs. Il heurta le tapis dans un fracas assourdissant qui fit taire la salle. Avant qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait, Naomi l'avait immobilisé, le genou sur son torse, le bras coincé dans une prise de soumission qui le fit grimacer. « Abandonne », dit-elle calmement, en appliquant juste assez de pression pour se faire comprendre. Cole rugit et chargea Nia comme un bagarreur, télégraphiant ses intentions à 3 pas de distance. Nia attendit. Elle équilibra parfaitement son poids jusqu'à ce qu'il se lance à fond dans sa charge. Puis elle disparut. Son mouvement latéral était si fluide qu'il ressemblait à un effet spécial. L'élan de Cole le propulsa au-delà de Nia, qui lui asséna un coup de poing dans la cuisse. Sa jambe se plia et elle guida sa chute avec un contrôle terrifiant. L'impact de son choc fit rebondir tout le tapis. D'un mouvement continu, elle lui a bloqué le bras dans une clé articulaire qui l'a fait haleter. « Restez au sol », lui a-t-elle conseillé calmement. « Cela ne doit pas nécessairement faire mal. » Jace se débattait sous le contrôle de Naomi, le visage déformé par la rage et l'humiliation. Il se cabrait, lançant des coups de poing sauvages qui étaient loin d'atteindre leur cible. Naomi déplaça son poids et le repoussa vers le bas avec une aisance acquise par l'entraînement. Cette fois, elle lui immobilisa le poignet dans une prise de contrôle qui lui plaqua la joue contre le tapis. La salle devint complètement silencieuse, à l'exception de la respiration haletante des combattants immobilisés. Les élèves baissèrent lentement leur téléphone, le visage figé par le choc. Même les membres les plus fidèles du dojo ne pouvaient nier ce dont ils venaient d'être témoins. Le sourire de Blaine, prêt à être photographié, s'effrita lorsqu'il vit ses meilleurs combattants complètement neutralisés. Il serra les mâchoires, un muscle près de sa tempe se contractant. L'image soigneusement élaborée de l'invincibilité des Patriot Tigers gisait en morceaux sur le tapis.
La caméra d'Evans tournait doucement tandis qu'il capturait tout cela. La technique parfaite des jumelles, l'humiliation du tyran et, surtout, le visage du shérif adjoint Maddox lorsqu'il comprit enfin. La confiance suffisante de l'officier s'évanouit, remplacée par quelque chose de plus sombre, lorsqu'il comprit enfin que ces femmes n'étaient pas des proies faciles. Elles n'avaient pas peur et, à en juger par leur technique, elles n'étaient pas des amateurs qui s'adonnaient à l'autodéfense. À travers son viseur, Evan a zoomé sur l'expression de Maddox, ce moment crucial où la vision du monde de l'adjoint a visiblement changé. L'arrogance paresseuse d'un homme habitué à intimider les civils avait disparu. Elle avait laissé place au calcul prudent d'un prédateur qui reconnaissait soudainement des chasseurs plus dangereux sur son territoire. Les jumelles maintenaient leur prise, respirant calmement, le visage serein, tels des professionnels maîtrisant une menace avec un minimum de force. Elles ne montraient ni colère, ni triomphe, ni désir d'infliger de la douleur. Leur contrôle était total, ce qui rendait la situation d'autant plus dévastatrice. Le silence stupéfait qui régnait dans le dojo fut brisé lorsque Blaine se mit à applaudir avec un enthousiasme exagéré, le visage figé dans un sourire rigide. Eh bien, c'était divertissant. Tout le monde montrait votre appréciation. Son ordre suscita des applaudissements épars et hésitants de la part des élèves. Jace et Cole se relevèrent péniblement, le visage rouge d'un mélange de douleur et d'orgueil blessé. Cole se frotta l'épaule tandis que Jace se massait le poignet. Les deux hommes évitaient le regard de quiconque dans la pièce. Leurs uniformes immaculés étaient désormais froissés et déformés, à l'image de leur confiance brisée. Naomi et Nia reculèrent, gardant une distance prudente. Elles ne firent aucun geste de victoire, aucun discours triomphant. Elles se contentèrent de remettre leurs vêtements en place et de saluer respectueusement leurs adversaires, comme s'il ne s'agissait que d'un simple exercice d'entraînement. C'est tout. La voix de Blaine résonna dans le dojo, empreinte d'une indignation feinte. Aucune excuse pour usage excessif de la force. Ce sont des tapis d'entraînement, pas un combat de rue. Il fit un geste théâtral à l'intention de ses ceintures noires. C'est exactement ce genre de comportement agressif que nous essayons d'éviter ici, au Patriot Tiger. Les élèves se mirent à murmurer entre eux. C'était truqué, chuchota l'un d'eux. Impossible qu'ils aient pu gagner. Ils ont dû avoir de la chance, ajouta un autre d'une voix suffisamment forte pour être entendu. Ces prises sont illégales en compétition, annonça Cole, retrouvant sa voix. Ces mots sortirent d'un ton gagnant, désespéré de sauver quelque chose de l'humiliation. Ils ne marqueraient pas de points dans un vrai tournoi. Le visage de Jace s'assombrit sous l'effet d'une rage grandissante. Oui, ce n'étaient pas des techniques appropriées. Ce n'était pas du vrai art martial. L'adjoint Maddox se fraya un chemin à travers le cercle de spectateurs, son badge brillant sous les lumières fluorescentes. « Allons, allons », dit-il d'un ton traînant. « Restons tous calmes. » Il se déplaça avec une lenteur délibérée, se positionnant entre les jumeaux et la sortie. « Madame », s'adressa-t-il à Naomi, en étirant le mot comme une insulte tout en s'avançant bien à l'intérieur de son espace personnel. « Nous ne voudrions pas que quelqu'un soit blessé, n'est-ce pas? » Naomi soutint son regard, sans reculer ni s'énerver. « Non, adjoint, nous ne voudrions pas. » À l'entrée du dojo, Renée Caldwell était figée, une main toujours sur la poignée de la porte. Elle était venue chercher sa fille Tasha à ce qui était censé être un cours d'essai, mais elle était tombée sur les conséquences de ce qui ressemblait davantage à une bagarre de rue qu'à un entraînement d'arts martiaux. Tasha se blottit contre sa mère, les yeux écarquillés, observant la scène qui se déroulait devant elle. « Maman », murmura Tasha, « ce n'est pas ce qu'ils avaient dit. » Renée observa le langage corporel dans la pièce. Les jumeaux contrôlaient leur sang-froid. Les instructeurs contenaient à peine leur fureur. Les adjointes adoptaient une posture menaçante sous couvert de maintien de l'ordre. Tout ce discours sur la discipline et le respect qu'elle a entendu pendant le discours commercial se révélait maintenant comme un mince vernis recouvrant quelque chose de laid et de primitif. Evans continua à filmer, capturant tout. Il se dirigea vers la réception, faisant semblant de vérifier son équipement, mais suivant en réalité Blaine et Maddox, qui s'étaient rapprochés dans ce qu'ils pensaient être un moment privé. « Nous devons gérer cela », murmura Blaine, les lèvres à peine remuées. « Il ne faut pas que les gens se posent des questions. » Maddox l'interrompit d'un léger hochement de tête, puis jeta un regard significatif vers les caméras de sécurité du dojo installées dans les coins. Blaine suivit son regard et acquiesça légèrement, comprenant le message tacite sur les preuves qui pourraient être utiles plus tard. La tension dans la pièce était palpable, comme un fil tendu à l'extrême. Plusieurs élèves se déplaçaient avec malaise.
regardant tour à tour leurs instructeurs et les jumeaux, ne sachant pas quelle version croire. La hiérarchie soigneusement maintenue du dojo avait été bouleversée et personne ne savait vraiment comment réagir. Blaine frappa soudainement dans ses mains, sa voix prenant un ton mielleux qui ne trompa personne. « Vous savez quoi? Cela me donne une idée formidable. » Il sortit son téléphone et se mit à taper avec emphase. « Puisque vous êtes si passionné par le combat, mesdemoiselles, pourquoi ne pas officialiser cela? » Ses doigts volaient sur l'écran tandis qu'il continuait. Un vrai combat d'exhibition pour toute la communauté. Nous l'appellerons, oui, le combat de l'unité. Il leva les yeux avec un sourire prédateur. Montrons à tout le monde votre approche unique des arts martiaux. Le message apparut sur les réseaux sociaux du dojo avec un ping lumineux. Et voilà. Tout est prêt pour samedi prochain. Toute la ville pourra regarder et décider par elle-même à quoi ressemblent les vrais arts martiaux. Certains élèves ont immédiatement sorti leur téléphone pour partager et commenter la publication. Le drame fabriqué s'est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, exactement comme Blaine l'avait prévu. Madame Loretta s'est avancée, sa voix coupant court au bavardage. Et quelles sont exactement les conditions de cet événement de l'unité? Oh, juste une démonstration amicale, répondit Blaine, d'un ton mielleux mais déterminé. À moins bien sûr que ces dames ne soient pas assez confiantes pour prouver leurs compétences devant un public plus large. Les jumelles échangèrent un bref regard. Des décennies de complicité passèrent entre elles en un instant. Elles reconnurent le piège qui leur était tendu. Se réfugier et être qualifié de lâche. Accepter et affronter le piège que Blaine et ses alliés avaient préparé. L'adjointe Maddox se balança sur ses talons, les pouces accrochés à sa ceinture. « Je serai moi-même présent », annonça-t-il, « pour assurer la sécurité de tout le monde, bien sûr. » Le dojo était devenu une cocotte minute où s'affrontaient les tensions. Le charme artificiel de Blaine, l'humiliation bouillonnante de la ceinture noire, les menaces voilées de l'adjoint et le calme inébranlable des jumeaux. Même l'air semblait chargé, comme avant l'orage. La lourde porte du Patriot Tiger Dojo claqua avec un bruit métallique qui résonna dans le parking. L'air du soir était devenu lourd et humide, typique de la côte du Golfe, rendant chaque respiration difficile. Les lumières de sécurité projetaient des ombres dures sur l'asphalte, tandis que le petit groupe s'éloignait du bâtiment. Naomi passa immédiatement en mode médecin, ses mouvements précis et expérimentés. Elle roula ses épaules, vérifiant s'il y avait des tensions, puis fléchit méthodiquement ses poignets. Ne constatant aucun dommage grave, elle tourna son attention vers Madame Loretta. « Laissez-moi voir où il vous a frappé », dit Naomi doucement, en examinant l'épaule de la femme âgée que Jace avait accidentellement heurtée. Ses doigts bougeaient avec une douce efficacité, vérifiant s'il y avait un gonflement ou une limitation de mouvement. « Je vais bien, mon enfant », insista Loretta, sans toutefois se soustraire à l'examen. « Ce garçon a moins de muscles qu'un journal mouillé. » Nia se tourna vers Evan, qui tenait toujours son appareil photo. « Nous avons besoin d'une sauvegarde de ces images ce soir. » Sa voix était basse mais intense. Au moins à 3 endroits différents. Sur le cloud, sur un disque dur et quelque part hors ligne. Evan acquiesça, déjà occupé avec son équipement. « Je peux les télécharger maintenant, puis faire des copies dans mon studio. » Mais il jeta un coup d'œil vers le dojo. « Ils vont dire que c'est toi qui as attaqué en premier. Ils vont monter leurs images de vidéosurveillance pour montrer l'histoire qu'ils veulent. C'est pourquoi nous avons besoin de ta version intacte, » répondit Nia. Sous tous les angles, chaque seconde. Renée Caldwell se tenait légèrement à l'écart, un bras protecteur autour des épaules de Tasha. L'adolescente semblait essayer de se faire aussi petite que possible. Sa posture habituellement confiante s'était effondrée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Renée finit par prendre la parole, la voix tendue par une colère contenue. Ces gamins de Patriot Tiger, ils harcèlent Tasha depuis des semaines à l'école, la suivent entre les cours, lui font tomber ses livres des mains, l'insultent. Tasha leva légèrement la tête. Ils disent que je n'ai pas ma place dans leur cours avancé, que je devrais rester à ma place. Les professeurs, demanda Naomi, bien que son expression suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Ils disent qu'ils ne voient rien, répondit Tasha avec amertume, ou que je suis trop sensible, ou que je dois comprendre que certains élèves sont simplement plus compétitifs. Loretta poussa un soupir de dégoût. Toujours la même rengaine, décennie après décennie. Renée redressa les épaules. Pourriez-vous l'entraîner ailleurs? Dans un endroit sûr? Elle regarda les jumelles. Elle doit apprendre à se défendre, mais pas ici, pas avec eux. Nia acquiesça lentement. Nous pouvons lui enseigner, mais vous devez toutes les deux comprendre. Cela ne se limitera pas au combat. Son regard se porta vers les fenêtres du dojo,
où des ombres bougeaient encore derrière les stores. Les hommes comme Blaine ne se contentent pas de perdre et de passer à autre chose. Ils en font une affaire personnelle. Ils en font une affaire politique. Le ronronnement d'un moteur de voiture déchira le silence du soir. Une voiture de patrouille apparut, avançant au pas. L'adjoint Maddox était assis au volant, à peine visible dans l'obscurité grandissante. Le projecteur fixé sur sa portière balaya le groupe, s'attardant d'abord sur les jumeaux, puis sur Madame Loretta. Lorsqu'il se posa sur Tasha, il y resta. Les secondes s'étirèrent comme du caramel, tandis que la lumière immobilisait l'adolescente. Tasha se réfugia instinctivement derrière sa mère, mais le projecteur suivit son mouvement. Renée se déplaça pour cacher sa fille. « Ça suffit !» cria-t-elle, sa voix portant à travers le parking. « Nous partons !» La voiture de patrouille continua à rouler lentement devant eux. Juste avant de tourner au coin de la rue, Maddox éteignit le projecteur, les replongeant dans la relative obscurité des lumières de sécurité. « Est-ce marmonna Loretta, aussi subtil qu'une brique lancée à travers une fenêtre. Un mouvement près de l'entrée du dojo attira leur attention. L'un des ceintures noires, un homme grand avec une ceinture noire troisième dan, se tenait dans l'embrasure de la porte, son uniforme toujours impeccable malgré l'humidité. « Profitez bien de cette soirée, lança-t-il d'une voix claire qui porta jusqu'au parking. Parce que laissez-moi vous dire une chose, les permis deviennent très compliqués par ici. Vraiment très compliqués. Très vite, la main de Naomi se posa sur l'épaule de Tasha et la serra doucement. « Ne leur montre pas que tu as peur, murmura-t-elle. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont ensuite s'attaquer à la paperasse, dit Nia, sa voix se durcissant comme de l'acier. Les permis, les assurances, le zonage, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour paraître légitimes pendant qu'ils essaient de nous faire fermer. Et quand ça ne marchera pas, ils commenceront à répandre des mensonges. » Le groupe se tenait ensemble sous la lumière crue des projecteurs de sécurité, l'air lourdement chargé de bien plus que de l'humidité. Autour d'eux, des voitures passaient sur la route principale. Des gens marchaient devant les magasins. La vie continuait normalement. Mais dans ce parking, le vernis de la normalité s'était fissuré, révélant quelque chose de plus sombre sous la surface polie de la ville. Le type en costume rayé restait dans l'embrasure de la porte, les observant avec une hostilité non dissimulée. Derrière lui, d'autres ombres bougeaient dans les fenêtres du dojo. Peut-être d'autres élèves ou Blaine lui-même, surveillant chacun de leurs mouvements. Le message était clair. Ils étaient observés, évalués pour détecter leurs faiblesses. Madame Loretta redressa le dos, levant le menton avec un défi silencieux. Avon gardait son appareil photo prêt, bien que pointé vers le sol. Renée serrait sa fille contre elle, tandis que Tasha émergeait lentement de derrière la protection de sa mère, trouvant peu à peu son courage. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur le parking vide lorsque Nia gara leur SUV devant le centre communautaire. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h42. Elles avaient attendu jusqu'à tard, espérant éviter une nouvelle confrontation pendant qu'elles déchargeaient le matériel pour le cours du lendemain. « Regarde !» Naomi désigna la salle qu'elles avaient louée. Même dans la pénombre, elles pouvaient voir que la porte n'était pas complètement fermée. Une fine bande d'obscurité apparaissait là où elle aurait dû être hermétiquement fermée contre le cadre. « Nous l'avons verrouillée nous-mêmes ce matin, » dit Loretta d'une voix dure. Triplett l'a vérifié. Nia coupa le moteur mais laissa les clés sur le contact. « Restez ici », commença-t-elle à dire. Mais Naomi était déjà sortie de la voiture, se déplaçant avec une précision silencieuse qui trahissait son passé militaire. Loretta détacha sa ceinture de sécurité d'un clic déterminé. « Ne me dites pas de rester dans la voiture comme une enfant, dit-elle. Je fais face à ce genre d'absurdité depuis avant votre naissance. » Les jumelles échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Elles s'approchèrent en groupe, Nia en tête, tandis que Naomi couvrait leurs flancs. La porte s'ouvrit d'une simple pression, le mécanisme de verrouillage ayant clairement été forcé. La pièce empestait une odeur âcre et chimique. Leurs yeux s'habituèrent à la pénombre et révélèrent le chaos. Des papiers jonchèrent le sol comme des confettis. Certains étaient déchiquetés, d'autres simplement jetés. La boîte de fourniture qu'ils avaient laissée près du mur avait été ouverte à coups de couteau. La mousse de rembourrage s'échappait des longues entailles. Leurs classeurs soigneusement organisés étaient ouverts, les tiroirs saccagés. Loretta se dirigea vers le bureau où ils conservaient leur liste de donateurs. Des sympathisants locaux qui avaient promis du matériel et des fonds. Le dossier en carton avait disparu. « Ils s'attaquent d'abord à notre argent, » dit-elle, le dégoût clairement perceptible dans sa voix. « Des lâches. » Naomi examina la boîte de fourniture, ses doigts suivant les traces de couteau.
Ces entailles sont méthodiques. Ils ont pris leur temps parce qu'ils savaient que personne ne les arrêterait, répondit Nia, qui documentait déjà la scène avec l'appareil photo de son téléphone. Des phares balayaient les fenêtres lorsqu'un véhicule entra dans le parking. Des lumières rouges et bleues clignotèrent une fois, comme un avertissement. Puis elles s'éteignirent. Des pas de lourdes se sont approchés sur l'allée. L'adjoint Maddox est apparu dans l'embrasure de la porte, la remplissant de son imposante silhouette. Derrière lui se tenait un homme mince vêtu d'un costume bon marché, serrant un bloc-notes et essayant de prendre un air important. « Bonsoir, mesdames, » a dit Maddox en s'approchant, comme s'il était surpris de les trouver là. « J'ai reçu une plainte anonyme concernant un entraînement au combat dangereux mené sans licence appropriée. » Il désigna l'homme derrière lui. « Voici M. Peterson du bureau de l'inspecteur du comté. Il va devoir jeter un œil au lieu. »« À minuit ?» demanda Naomi à voix basse. « Pour une plainte concernant une licence? La sécurité publique ne connaît pas d'heure de bureau, madame. » Maddox sourit largement, surtout lorsque des enfants pouvaient être en danger. Peterson s'avança en griffonnant déjà sur ses formulaires. « Je vais avoir besoin de voir vos documents d'assurance, vos certificats de formation, les registres d'entretien des installations. Notre chambre a été cambriolée. » Nia intervint. « Nous devons signaler un cambriolage. » Maddox fit mine de regarder autour de lui. « Cela ressemble plutôt à un désordre général à mes yeux. D'ailleurs, qu'est-ce qui manque? Des papiers? » Il haussa les épaules. « Ils ont probablement été égarés dans tout ce désordre. À ce propos, Monsieur Peterson, veillez à noter les conditions dangereuses. Tous ces matériaux éparpillés créent des risques de trébuchement. » Loretta s'avança, se redressant de toute sa hauteur. « Vous savez exactement ce que c'est, monsieur l'adjoint. Ne faites pas semblant. Madame, je vous déconseille de porter des accusations infondées contre un agent des forces de l'ordre. » La voix de Maddox perdit sa fausse amabilité. Ce genre de propos pourrait être considéré comme une menace et compliquer encore davantage les choses. Le téléphone de Naomi vibra. Elle le consulta, le visage tendu. « Ils agissent vite, » dit-elle à Nia. La vidéo montée du dojo se répand. Les commentaires deviennent virulents. Nia jeta un coup d'œil à son propre téléphone. Le clip avait été coupé pour commencer par la mise au sol de Naomi, supprimant tout le contexte de l'attaque initiale de Jace. La section des commentaires était remplie de remarques racistes à peine voilées et d'appels à la fermeture de leur programme. Un autre message arriva, cette fois de René. Le casier de Tasha avait été vandalisé. Le directeur disait « Il n'y a pas de caméra dans ce couloir. Ils appellent ça des farces d'adolescents. » Comme se commande, le téléphone de Loretta sonna. Elle a répondu, écouté un instant, puis a dit à Tursley « Oui, révérend Williams, je comprends les préoccupations du conseil paroissial. Non, je ne pense pas que le fait d'accueillir notre classe de terminale susciterait la controverse. » Elle s'est interrompue, serrant les mâchoires. « Je vois. Eh bien, transmettez-leur simplement ma suggestion. » Maddox l'interrompit, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Mettez-y un terme volontairement avant que les choses ne se compliquent. Épargnez à tout le monde bien des maux de tête. » Peterson poursuivit son inspection, notant les infractions avec une efficacité suspecte. Ventilation inadéquate, voie d'évacuation peu claire, problèmes potentiels liés au code de prévention des incendies. Nia se dirigea vers une table intacte et posa son téléphone. Elle ouvrit un nouveau document et se mit à taper avec une précision méthodique. Entrée numéro 1 dans le registre des preuves. Effraction découverte vers 23h45. Naomi sortit son propre téléphone et commença à faire défiler ses contacts. Madame Chen, du Centre pour personnes âgées, avait tout vu aujourd'hui au dojo. Tout comme Monsieur Martinez et Sarah, du café, elle commença à passer des appels, d'une voix calme et professionnelle. « Bonjour. Oui, je m'excuse de vous appeler à cette heure tardive, mais j'ai besoin de confirmer ce dont vous avez été témoin. » À travers les fenêtres, ils pouvaient voir une autre voiture de patrouille entrer dans le parking. Elle s'était garée de manière à avoir une vue dégagée sur l'entrée, le moteur tournant au ralenti, leur rappelant silencieusement qu'ils étaient surveillés. La lumière du soleil matinal pénétrait par les fenêtres du centre communautaire, tandis que Naomi regardait Tasha s'entraîner à prendre la position. Les mouvements de l'adolescente gagnaient en assurance, même après seulement quelques séances. Les autres élèves sont sortis après le cours, discutant de leurs projets pour le déjeuner et leur course du week-end. « Bon travail aujourd'hui », a déclaré Naomi en aidant Tasha à ranger son équipement. « Tu deviens plus forte. » Tasha a esquissé un petit sourire. « Les exercices de respiration m'aident. Je ne me bloque plus autant maintenant. C'est la base. Un esprit clair, une respiration contrôlée, une conscience, mais sans peur. » Naomi prit son sac sur l'épaule.
Viens, je te ramène chez toi. De l'autre côté de la pièce, Nia installait son ordinateur portable avec Evan, étalant des impressions de capture d'écran sur une table pliante. Ils avaient des heures d'images à analyser, à la recherche des images exactes que Patriot Tiger avait supprimées dans son montage. Je vous rejoins plus tard, dit Nia sans lever les yeux de son travail. Ms. Loretta apporte d'autres déclarations de témoins. L'air matinal était déjà chargé d'humidité lorsque Naomi et Tasha se dirigèrent vers la voiture. Tasha restait près d'elle, les yeux scrutant le parking, une nouvelle habitude depuis l'incident du casier. Elles s'engagèrent sur Main Street, empruntant des routes secondaires pour éviter le centre-ville très fréquenté, où les étudiants de Patriot Tiger avaient l'habitude de traîner devant le magasin de smoothies. Naomi remarqua la voiture de patrouille dans son rétroviseur, deux pâtés de maison avant qu'elle ne s'allume. Elle s'y attendait. Ils s'y attendaient tous. Elle se gara doucement, positionnant la voiture de manière à ce que sa caméra embarquée ait une vue dégagée. « Tu te souviens de ce qu'on a répété ?» dit-elle doucement à Tasha. « Enregistre avec ton téléphone. Garde les mains visibles. Respire calmement. » L'adjointe Maddox prit son temps pour s'approcher, ses bottes crissant délibérément sur le gravier. Il tapota la vitre avec ses jointures, plus fort que nécessaire. Permis et papiers du véhicule. Son ton était ennuyé. Répétez. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Non, monsieur, je ne sais pas. La voix de Naomi était neutre, ses mouvements lents et précis tandis qu'elle récupérait ses documents. Vous avez grillé le stop là-bas. Maddox se pencha, regardant Tasha par-dessus son épaule. Et qui est-ce? Je la ramène chez elle après l'entraînement, monsieur. Sortez du véhicule. Ce n'était pas une demande. Naomi obéit, remarquant que Tasha retenait son souffle. Elle resta calme, sans menacer personne. Maddox lui demanda de se tenir près de sa voiture de patrouille, la plaçant de manière à ce que le soleil lui tape directement dans les yeux. L'entraînement, hein? Il fit mine d'examiner son permis. Vous voulez dire que vous apprenez aux enfants à se battre? Nous enseignons la sécurité et l'autodéfense, monsieur. La désescalade est notre priorité absolue. Ce n'est pas que j'ai vu sur cette vidéo. Il s'approcha et dit « On dirait plutôt que vous leur apprenez à se battre contre l'autorité, à résister aux ordres légitimes. » Naomi ne dit rien, maintenant un contact visuel constant malgré le regard sévère. Elle pouvait voir Tasha du coin de l'œil. Son téléphone était tenu à l'abri des regards, mais enregistrait tout. « Vous avez un problème d'attitude, mademoiselle Roland? » La voix de Maddox s'abaissa encore, parce que les problèmes d'attitude ont tendance à se multiplier ici, à se propager à d'autres personnes et à créer des situations. Je n'ai pas de problème d'attitude, monsieur. J'exerce simplement mon droit d'enseigner des techniques d'autodéfense légale à des élèves inscrits. Il a fait lentement le tour d'elle, comme il l'avait fait au dojo. Les droits ont des limites, surtout quand quelqu'un cause des problèmes, sème la zizanie, fait des vagues. Il a élevé la voix. Jeune femme dans la voiture. Vous pouvez attendre ici, près de ce panneau, bien en vue. Les mains de Tasha tremblaient lorsqu'elle sortit de la voiture. Naomi regarda son élève essayer de contrôler sa respiration, comme elle l'avait pratiqué, se tenant droite malgré sa peur. Combien d'infractions au code de la route pourrions-nous trouver si nous commencions à regarder de près? Demanda Maddox sur le ton de la conversation. Il y a beaucoup de panneaux stop en ville, beaucoup de limitations de vitesse. Beaucoup de raisons pour lesquelles une voiture peut être considérée comme dangereuse pour transporter des mineurs. Le contrôle routier se prolongea pendant 20 minutes. Maddox vérifia plusieurs fois son permis, appela le service des immatriculations, vérifia son assurance, inspecta ses pneus, tout en les faisant attendre sous une chaleur croissante. Lorsqu'il eut enfin terminé, son sourire était froid. Juste un avertissement cette fois-ci pour le panneau stop. Il lui rendit son permis. Conduisez prudemment. Beaucoup de citoyens inquiets surveillent les comportements suspects ces jours-ci. De l'autre côté de la ville, Nia et Evan étaient penchés sur l'écran de l'ordinateur portable, analysant image par image les séquences filmées au dojo. La chronologie de la vidéo montrait clairement les endroits où des coupures avaient été effectuées. Là, Evan a pointé du doigt. Vous voyez comment ça saute? Ils ont coupé 2 secondes entières avant de la mise à terre de Naomi. Nia a acquiescé d'un air sombre. Les 2 secondes où Jace a bousculé Madame Loretta et a porté le premier coup. Ils nous font passer pour les agresseurs. La porte s'ouvrit brusquement et Loretta fit irruption, une poignée de papiers à la main. Son visage était orageux. « Ils menacent maintenant nos donateurs », annonça-t-elle. Le café de Sarah a soudainement besoin d'une inspection sanitaire de routine. La quincaillerie a reçu une visite au sujet de son permis de zone de chargement. Même le président du conseil d'administration de mon église
a reçu un rappel amical concernant les documents d'exonération fiscale. Nia continua à travailler tout en écoutant, documentant chaque nouvel incident. Ils suivent le manuel, isolés, intimidés, étouffés. Mais nous continuons à nous entraîner, dit Loretta avec fermeté. 6 nouveaux élèves se sont inscrits ce matin. Des parents qui ont vu ce qui s'est réellement passé. Ils continuèrent tout l'après-midi. D'autres élèves arrivèrent pour la session du soir. Nia et Naomi enseignaient avec une intensité concentrée, mettant l'accent sur la conscience situationnelle et le désengagement en toute sécurité. Elles ont montré à tout le monde comment documenter les incidents, quand les enregistrer et comment protéger les images. Gardez vos téléphones chargés, a conseillé Naomi. Connaissez vos issues de secours, restez vigilants, mais n'ayez pas peur. Déplacez-vous à 2 lorsque c'est possible, a ajouté Nia. Partagez votre position avec des personnes de confiance. Lorsque le dernier élève est parti, ils ont trouvé l'avis collé sur leur porte. En-tête officielle de la ville, encre noire nette, permis en cours d'examen. Les activités peuvent être suspendues dans l'attente d'une enquête. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, tandis que Nia guidait Calvin dans une technique douce pour se dégager d'une prise au poignet. Le vétéran de 71 ans se déplaçait avec une détermination prudente, ses mains burinées suivant ses instructions. De l'autre côté de la salle communautaire, Naomi montrait des techniques de récupération de l'équilibre à Martha, une autre élève âgée, tandis que Mme Loretta enseignait des techniques de respiration. C'est ça, encourageait Nia. N'oubliez pas, ce n'est pas une question de force. Laissez leur poussée jouer contre eux. Des moteurs vrombissaient à l'extérieur. Plusieurs véhicules s'arrêtaient en faisant délibérément rugir leurs moteurs. À travers les vitres, des silhouettes vêtues de blousons en cuir émergèrent de camions modifiés, leurs écussons patriotiques représentant un tigre visible même dans la faible lumière du parking. « Hey, les militaires !» lança une voix moqueuse. « Venez nous montrer vos mouvements sophistiqués. » Nia continua à enseigner, la voix calme malgré l'agitation croissante à l'extérieur. « Maintenant, déplacez votre poids ici, Calvin. Restez centré. Regardez-les se cacher. » Lança une autre voix. De gros soldats costauds qui ont peur de se battre sans caméra. Les seigneurs se crispèrent mais continuèrent leurs exercices. Le visage de Mme Loretta se durcit lorsqu'elle reconnut la voix de Jace parmi les railleries. Les rayures encerclaient un peu le bâtiment. Les moteurs vrombissaient plus fort. Les cris devenaient plus agressifs. « Vous vous croyez spécial avec votre entraînement au combat? » Les mots dégoulinaient de mépris. « Venez le prouver. » Naomi toucha l'épaule de Martha pour la rassurer. « Concentrez-vous sur votre forme. Ils ne font que du bruit. » Plus tôt dans la journée, Naomi s'était rendue chez Thompson Sports Supply pour acheter du ruban adhésif athlétique et des fournitures de premiers secours de base. M. Thompson, qui lui avait vendu du matériel quelques semaines auparavant, ne pouvait soudainement plus la regarder dans les yeux. « Désolé, nous sommes en rupture de stock, » marmonna-t-il, bien qu'elle puisse voir des rouleaux de ruban adhésif sur l'étagère derrière lui. « Quand en recevrez-vous d'autres? » demanda Naomi d'un ton neutre. « Écoutez, » avait répondu Thompson en baissant la voix, « vous nous causez des problèmes. Ce n'est pas personnel, c'est juste pour les affaires. Essayez le magasin du comté de Milton. » Ce refus l'avait blessé, mais ce n'était pas le pire de la journée. Au Sunshine Diner, Calvin s'était arrêté pour prendre son café et ses œufs habituels, fièrement vêtu de son T-shirt du programme. Il venait à peine de s'installer à sa table quand cela avait commencé. « Je croyais que cet endroit avait des principes », avait commenté un soldat à voix haute. « Maintenant, ils servent des traîtres à leur race. » La serveuse avait détourné le regard lorsque quelqu'un avait accidentellement bousculé la table de Calvin, renversant du café chaud sur ses genoux. Quelques instants plus tard, son assiette de petit déjeuner s'était écrasée sur le sol, répandant des œufs sur ses chaussures. « Oups !» Une autre voix avait ricané. « Tu ferais mieux d'apprendre à rester à ta place, vieillard. » Naomi était arrivée et avait trouvé Calvin debout dehors, les mains tremblantes, sa dignité plus blessée que n'importe quel coup physique. Elle l'avait aidé à monter dans sa voiture, la mâchoire serrée si fort qu'elle en tremblait, sa fureur contenue uniquement grâce à des années d'entraînement. En regardant maintenant les seigneurs s'entraîner malgré l'intimidation à l'extérieur, Naomi sentit la même colère contrôlée monter en elle. Ce sont les grands-parents de ces gens qui sont terrorisés pour avoir osé apprendre l'autodéfense. Nia se déplaçait silencieusement dans la pièce, téléphone à la main, documentant méthodiquement les plaques d'immatriculation et les visages à travers les fenêtres. Chaque photo, horodatage et emplacement étaient ajoutés à son dossier de preuves qui ne cessait de s'étoffer. Les rayures pouvaient servir à provoquer une réaction, mais elle était en train de monter un dossier.
Evan arriva par la porte arrière, son sac photo fermement serré. Son attitude habituellement confiante était affaiblie. « Ils ont eu mon plus gros client », dit-il doucement. « La société immobilière, ils font toutes les vidéos des propriétés de luxe. Ils ont dit, si je continue à filmer pour toi, je n'aurai plus jamais de contrat local. Tu n'es pas obligé de rester. » Naomi lui dit, « Nous comprenons. Non, je reste. » Evan redressa les épaules. « Je voulais juste que tu saches à quoi nous sommes confrontés. » Les seniors continuèrent leurs exercices, déterminés à ne pas se laisser chasser. Martha s'entraîna à retrouver son équilibre, tandis que Calvin perfectionnait ses techniques d'échappement du poignet. Madame Loretta dirigea des exercices de respiration, sa voix couvrant le bruit des moteurs à l'extérieur. La première brique traversa la fenêtre à 20h47. Des éclats de verre se répandirent sur le sol, tandis que les seniors se précipitaient en arrière. Nia était déjà en mouvement. Elle enregistrait avec son téléphone, tandis que Naomi vérifiait si quelqu'un était blessé. Madame Loretta éloigna les élèves des fenêtres. La note jointe était dactylographiée, mais la menace était claire. Partez avant que quelqu'un ne soit blessé. Les moteurs rugirent lorsque les voitures quittèrent le parking, leur rire résonnant dans l'air nocturne. Nia photographia la brique, la note, les éclats de verre. Elle nota l'heure exacte, l'angle d'impact et la direction prise par le véhicule. « Tout le monde va bien ?» demanda Naomi en vérifiant attentivement chaque élève. Personne n'avait été touché par les éclats de verre, mais la peur dans leurs yeux était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Calvin se redressa, brossant la poussière de verre de sa chemise. « Nous ne partons pas », déclara-t-il. « Ils ne gagneront pas comme ça. » Martha acquiesça fermement. « Mais des petits-enfants viennent dans ce quartier. J'apprends à les protéger et aucune bande de voyous ne m'en empêchera. » Evan filma méthodiquement les dégâts, s'assurant de capturer la trajectoire de la brique et les traces de pneus à l'extérieur. Chaque détail pourrait avoir son importance plus tard. Madame Loretta commença à balayer les éclats de verre, ses mouvements précis et rageurs. Ils pensent pouvoir nous effrayer avec leurs tactiques de cours de récréation. « Je vous en prie, j'ai vu pire que ça. Et je suis toujours là. » Les jumeaux échangèrent un regard. Des années d'expérience opérationnelle qui en disaient un long en un seul regard. Ils ont aidé à nettoyer les débris de verre, ont déposé une plainte à la police, sachant pertinemment qu'elle n'aboutirait à rien, et ont continué à enseigner. Le message était clair. Les menaces ne les chasseraient pas. Les chasseraient pas. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres derrière la bibliothèque, tandis que Kevin faisait les 100 pas nerveusement, jetant un œil par-dessus son épaule tous les quelques pas. Nia se tenait parfaitement immobile contre le mur de briques. Sa posture était détendue, mais ses yeux scrutaient constamment le parking. Quand Evan s'approcha enfin, ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il sortait une petite clé USB de sa veste. « J'ai failli l'effacer 2 fois, » murmura-t-il en passant la clé à Nia comme si elle pouvait le brûler. « Ce qu'ils font là-dedans, ce n'est pas normal. » Nia glissa la clé dans sa poche avec une dextérité acquise à force de pratique. « Raconte-moi tout ce que tu as vu. Les détails sont importants. » Evan passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Ils appellent ça la soirée des mentors. Ça a l'air sympa, non? Les parents pensent que c'est une formation au leadership, mais ils séparent les enfants, surtout les plus jeunes. Ils leur prennent leur téléphone, ferment les portes. Qui dirige ça? La voix de Nia reste calme, mais ses doigts se crispent légèrement. Blaine dirige le groupe principal, mais il y a un autre type en costume avec une montre de luxe. Il reste à l'arrière, observe et prend des notes. Evan sortit son appareil photo, les mains plus fermes maintenant, et montra à Nia des dates et des heures précises. Regarde ça. La vidéo montrait Blaine s'adressant à un groupe d'adolescents, son sourire charismatique bien en place. La discipline signifie la loyauté, disait-il, et la loyauté signifie être prêt à faire ses preuves. Derrière lui, l'homme en costume ramassait les enveloppes des autres adultes, comptant leur contenu avec une certaine habileté. Ils associent des élèves plus âgés aux plus jeunes, a poursuivi Evan. On appelle cela des partenaires de responsabilité, mais il s'agit en réalité de s'assurer que les nouveaux élèves suivent les ordres. J'ai surpris une conversation. Il désignait des élèves spécifiques à harceler, des casiers spécifiques à frapper. Le visage de Nia restait impassible, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une froideur qui venait de la reconnaissance de schémas qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Les phrases codées, la hiérarchie, la documentation minutieuse de la conformité. Tout cela lui était horriblement familier. De l'autre côté de la ville, dans un coin tranquille du centre communautaire, Naomi était assise avec Malik Dawson. Le jeune homme de 16 ans parlait à voix basse, les yeux rivés sur la porte.
Ils m'ont dit que je devais prouver que j'étais sérieux au sujet de l'entraînement, expliqua Malik en tordant l'ourlet de sa chemise. Ils ont commencé petits, en laissant des notes dans les casiers, en suivant les enfants chez eux pour leur faire peur. Puis ils ont voulu des photos de nous en train de le faire. La preuve que nous n'étions pas faibles. Naomi prenait des notes minutieuses, son écriture restant stable, même si son cœur se serrait. Que s'est-il passé avec le casier de Tasha? Malik baissa les épaules. Ils m'ont donné la combinaison. Ils ont dit que c'était un test. Ils ont dit que si je ne le faisais pas, il déglutit péniblement. Ils ont une vidéo de ma petite sœur qui se rend à l'école. Ils me l'ont montré. Ils ont dit que des accidents arrivaient quand les gens ne comprenaient pas la discipline. Naomi a tout documenté. Les noms, les dates, les menaces spécifiques. Sa formation médicale l'a aidé à repérer les signes de stress. Pouls élevé, respiration superficielle, recherche constante des issues. Nous pouvons te protéger, m'a-t-elle dit doucement, même si elle était consciente du poids de cette promesse face à un système conçu pour réduire au silence. À la First Baptist Church, Mademoiselle Loretta avait mobilisé ses réseaux avec une efficacité redoutable. Les femmes de l'Église travaillaient par roulement, préparant des repas et créant des espaces sûrs pour les adolescents qui avaient peur de rentrer chez eux. Elles ne posaient pas de questions lorsque les enfants se présentaient avec les jointures meurtries ou le visage baigné de larmes. « Mon petit-fils adorait ce dojo », murmura Mme Henderson à Loretta alors qu'elle préparait un autre déjeuner. Maintenant, il sursaute quand le téléphone sonne. Quel genre de discipline brise les enfants? Celle qui repose sur le pouvoir, pas sur l'enseignement, répondit Loretta d'une voix dure et convaincue. Elle avait déjà vu cela auparavant. Des systèmes qui utilisaient le respect comme une arme, la tradition comme une chaîne. De retour à la bibliothèque, Nia examina d'autres images filmées par Evan. La caméra avait capturé des moments de correction sévères. Des élèves contraints de rester dans des positions stressantes tout en récitant des serments d'allégeance. Des enfants plus jeunes regardant avec des yeux écarquillés les plus âgés montraient ce qui arrivait aux fauteurs de troubles. Il y a de l'argent qui circule là-bas, nota Evan. De grosses sommes. Le type en costume tient des registres, mais pas sur papier. Une sorte de tablette cryptée. Et regarde ça. Il montra un autre extrait où l'adjoint Maddox arrivait tard dans la nuit, discutant intimement avec Blaine tout en montrant des dossiers d'élèves. Nous devons montrer cela à tout le monde, décida Nia, son esprit tactique élaborant déjà des stratégies. Un événement public, quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer ou censurer. Les images de vidéosurveillance, les dossiers médicaux, les déclarations des témoins, tout cela exposé à la vue de toute la ville. Les jumeaux ont commencé à planifier une collecte de fonds, des démonstrations d'autodéfense, des témoignages de parents et de personnes âgées, et des preuves soigneusement sélectionnées du fonctionnement réel du dojo. Ils inviteraient la presse locale, s'assureraient que plusieurs caméras filment sous différents angles, rendraient la vérité trop visible pour être étouffée. Ils ont choisi la salle principale du centre communautaire et se sont coordonnés avec Loretta pour rallier des soutiens. Evan prépara son équipement, déterminé à tout filmer sous plusieurs angles. Malik accepta de prendre la parole, la voix tremblante mais déterminée, et d'autres élèves se présentèrent peu à peu pour raconter leur propre histoire. Naomi était en train de revoir le plan de l'événement lorsque Nia remarqua un mouvement près de l'entrée. Un employé municipal vêtu d'un gilet fluorescent se tenait nonchalamment près de son camion, mais son appareil photo était braqué directement sur la porte, photographiant toutes les personnes qui entraient ou sortaient. Les jumeaux ont reconnu la tactique. Une documentation pour un harcèlement ciblé plus tard, une preuve de qui devait apprendre le respect. La présence des employés a confirmé ce qu'ils savaient déjà. Les racines du système étaient profondes, et révéler la vérité déclencherait plus que la colère de Blaine. Mais en regardant Malik aider Tasha à adopter une posture d'autodéfense, en voyant les seniors pratiquer leurs techniques sans crainte, les jumeaux ont su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La salle communautaire bourdonnait d'énergie lorsque le programme de la soirée a commencé. Madame Loretta se tenait à l'entrée, ses cheveux argentés reflétant la lumière fluorescente, et accueillait chaque senior avec une étreinte chaleureuse et une brochure du programme. Les murs étaient décorés de photos simples montrant des élèves de tous âges s'entraînant à tomber et à s'échapper en toute sécurité. Pas de coups de pied spectaculaires ni de poses agressives, juste une technique prudente et des visages concentrés. « Bienvenue, bienvenue !» s'écria Loretta, sa voix empreinte de l'autorité d'une dame d'église qui incitait tout le monde à se tenir un peu plus droit. « Trouvez vos places, mes amis. Nous avons une vérité à partager avec vous ce soir. »
Renee Caldwell est arrivée avec un groupe de parents dont les conversations chuchotées trahissaient une lueur d'espoir nerveux. Certains tenaient des enveloppes de dons, d'autres avaient leur téléphone à la main, prêts à enregistrer. Ils avaient vu leurs enfants rentrer à la maison plus fort ces derniers temps, non pas avec des bleus et une attitude rebelle, mais avec le dos droit et le regard calme. Près du premier rang, Tasha Green était assise, les mains serrées sur ses genoux. Malik Dawson se glissa sur la chaise à côté d'elle, les deux adolescents rayonnant de tension. Aucun des deux ne parla, mais ils échangèrent un rapide regard de compréhension. Ils avaient vécu trop de choses à Patriot Tiger pour pouvoir se détendre complètement. Même ici, tout le monde respirait profondément. La voix calme de Naomi emplit la pièce lorsqu'elle s'avança vers le centre. Regardez autour de vous. Personne n'est ici pour être courageux seul ce soir. Cette simple déclaration détendit l'atmosphère. Les épaules se relâchèrent, des sourires apparurent. Les jumeaux avaient passé des semaines à enseigner exactement cette leçon. La force ne consistait pas à affronter la peur seule, mais à rester solidaire. Nia se déplaçait dans la pièce avec un calme délibéré, vérifiant les angles de vue et les issues. Elle fit un signe de tête à Evan, alors qu'il positionnait sa 4e caméra, chacune couvrant un angle différent. Ce que le public ne pouvait pas voir, c'était l'ordinateur portable caché dans son sac, qui diffusait tout en direct sur un serveur cloud sécurisé. Le programme a débuté avec Calvin Price, 71 ans, qui a montré comment se dégager d'une prise au poignet. Ses mouvements étaient fluides, bien rodés. Le mois dernier, j'aurais paniqué, a-t-il déclaré à la foule. Maintenant, je sais exactement quoi faire, et ce savoir-faire me rend plus sûr de moi. D'autres seniors ont suivi, partageant leurs histoires de confiance retrouvées. Madame Henderson a décrit comment elle marchait jusqu'à sa voiture sans crainte. Monsieur Washington a expliqué comment il avait appris à ses petits-enfants à être vigilants sans avoir peur. Les adolescents ont ensuite fait une démonstration, montrant des exercices simples mais efficaces. Pas de coups de pied volants, ni de mouvements spectaculaires, juste des techniques pratiques pour créer de l'espace, rester vigilant et se mettre en sécurité. Tasha a dirigé une séquence sur la manière de se dégager d'une prise, expliquant chaque étape d'une voix claire et forte. Danny Wells, la journaliste régionale, était assise au dernier rang et prenait constamment des notes. Elle était arrivée avec un scepticisme à toute épreuve, mais son expression a changé au fur et à mesure qu'elle interviewait les participants. Chaque histoire concordait, non pas dans une perfection étudiée, mais dans la réalité désordonnée qui tend à faire écho à la vérité. Elle a observé attentivement les jumelles, remarquant qu'elles ne cherchaient jamais à faire des déclarations dramatiques ou à afficher leurs émotions. Elles ne nous apprennent pas à nous battre, a déclaré une mère à Danny. Elles nous apprennent à être assez fortes pour ne pas en avoir besoin. Les dons ont commencé à affluer régulièrement. Les parents ont fait des chèques. Les personnes âgées ont contribué à hauteur de leurs moyens. Un entrepreneur local s'est levé et s'est engagé publiquement à apporter son soutien chaque mois. L'énergie dans la salle est associée d'un espoir nerveux et un respect sincère. Ce n'est pas de la charité, a annoncé fièrement Loretta. C'est la communauté qui investit en elle-même. La porte s'est ouverte avec un timing théâtral. Blaine Harker est entré avec un sourire prêt pour les caméras et un charme étudié. Il portait sa ceinture noire comme une couronne, les rayures rouges captant la lumière alors qu'il s'avançait vers les jumeaux. Un gros chèque dépassait de la poche de sa veste, clairement destiné à être vu. « Mesdames, dit-il d'une voix forte en tendant la main vers Nia, Patriot Tiger croit au soutien communautaire. Laissez-moi vous montrer comment de vrais artistes martiaux gèrent une compétition amicale. » La tension monta dans la salle. Tout le monde comprit le piège. Accepter son argent et valider son autorité ou refuser et passer pour des ingrats. Les caméras se levèrent dans l'attente. Nia soutint son regard avec un calme étudié. « Nous apprécions le geste, dit-elle clairement. Mais notre programme fonctionne grâce aux frais d'inscription des étudiants et aux dons des familles. Nous croyons en un soutien durable, pas en un spectacle public. » Avant que le sourire de Blaine ne se fige complètement, la porte arrière s'ouvrit à nouveau. L'adjointe Maddox entra avec 2 agents en uniforme, les mains posées nonchalamment sur leur ceinture. Ils se dispersèrent, scrutant la foule comme s'ils s'attendaient à des troubles plutôt qu'à des personnes âgées et des adolescents. Naomi monta sur le podium, une clé USB à la main. L'écran derrière elle s'alluma, prêt à montrer les images non montées du harcèlement, de l'intimidation et des menaces codées qu'Evan avait filmées. Avant de continuer, commença-t-elle, je veux que tout le monde comprenne exactement pourquoi ce programme est important. Arrêtez tout de suite, ordonna Maddox d'une voix tranchante. Nous avons reçu une information crédible concernant la présence d'armes dans les locaux.
Les agents se dirigèrent vers les tables où étaient soigneusement disposées des bouteilles d'eau, des trousses de premiers secours et des blocs-notes. La salle fut envahie par des murmures confus lorsque Maddox leva la main pour demander le silence. « Que tout le monde reste assis », ordonna-t-il, son badge reflétant la lumière. Il s'agit désormais d'une scène d'enquête active. Tout le monde contre le mur. La voix de Maddox claqua comme un coup de fouet. Maintenant, la confusion se propagea dans la foule, tandis que les agents rassemblaient les personnes âgées et les adolescents contre les murs. Blaine s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, observant le chaos se dérouler avec le sourire satisfait d'un producteur dont le spectacle se déroulait exactement comme prévu. « Mais ma grand-mère ne peut pas rester debout aussi longtemps », protesta Tasha, soutenant Mme Henderson, qui tremblait d'arthrite. « J'ai dit tout le monde », aboya Maddox, faisant sursauter la jeune fille. Le troisième policier s'approcha de la table des fournitures avec une prudence exagérée, soulevant les boîtes scellées une par une. Naomi plissa les yeux en suivant ses mouvements, la façon dont il semblait savoir exactement quelle boîte vérifier, comment il jetait à peine un coup d'œil aux autres. « eh bien, annonça-t-il en sortant un couteau de chasse qui brillait sous les lumières fluorescentes. « Regardez ce que nous avons là. » Maddox saisit l'occasion comme un comédien qui atteint son but. « C'est une arme dangereuse dans une pièce remplie d'enfants, » déclara-t-il d'une voix forte. « Qui est-ce responsable de ces fournitures? » « Cette boîte était scellée quand nous sommes arrivés, » dit Naomi fermement. « Nous avons besoin d'un document officiel attestant de la chaîne de contrôle. Ce couteau n'en faisait pas partie. » Maddox agit avec une rapidité experte, saisissant le poignet de Naomi et le tordant dans son dos. Elle aurait pu riposter. Ils savaient tous qu'elle aurait pu le faire, mais la pièce était pleine de témoins prêts à qualifier toute résistance d'agression sur un agent. « Cessez de résister », a ordonné Maddox à voix haute, bien que Naomi restait parfaitement immobile. « C'est du harcèlement. » La voix de Loretta a coupé la tension. La vieille femme s'est avancée, l'autorité d'une dame d'église redressant ses épaules. « Nous savons tous ce qui se passe réellement. »« Madame, reculez !» Un agent la poussa violemment, trop violemment pour une femme de son âge. Loretta tomba en arrière, haletant lorsqu'elle heurta le sol. Le bruit de son impact brisa la dernière retenue de la pièce. Les personnes âgées crièrent de surprise. Les parents se précipitèrent vers l'avant. Les adolescents crièrent de colère. La pièce fut envahie par la panique et les cris. « Que tout le monde se calme !» cria Maddox au milieu du chaos, tout en continuant à maintenir Naomi sous contrôle. Il s'agit désormais d'une enquête criminelle. Danny Wells leva son téléphone pour essayer de filmer la scène, mais un adjoint se plaça directement devant son objectif. « Pas d'enregistrement, dit-il, pour la sécurité de tous. »« Liberté de la presse, » rétorqua Danny en essayant de le contourner. « Madame, interférer avec une enquête est un délit grave. » De l'autre côté de la pièce, le visage de Nia devint parfaitement immobile. Elle n'était pas en colère, mais quelque chose de bien plus dangereux. Elle regarda Evan et lui fit un petit signe de tête. Il répondit en tapotant son sac d'ordinateur portable, confirmant que le flux de sauvegarde était actif. Les yeux de Nia bougeaient avec une précision chirurgicale, cataloguant chaque visage, chaque action, chaque détail de la façon dont ce piège avait été tendu. « Ces femmes ont incité à la violence », annonça Blaine à la salle, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Elles enseignent des techniques dangereuses à des personnes âgées vulnérables et radicalisent nos jeunes. »« C'est un mensonge !» cria Calvin Price, mais sa voix tremblait davantage de peur que de colère. « Monsieur, veuillez rester contre le mur », l'avertit un agent. Naomi respirait calmement tandis que Maddox maintenait sa prise, sachant que toute réaction ne ferait que nourrir leur discours. Elle regardait impuissante Rennie et un autre parent aider Loretta à s'asseoir sur une chaise. La vieille femme se tenait la hanche, le visage crispé par la douleur. « Le programme est suspendu en attendant les résultats de l'enquête », déclara Maddox. « Tout le monde doit quitter les lieux immédiatement. » Les parents attrapèrent leurs enfants et se précipitèrent dehors, le visage détourné par la honte ou la peur. Les personnes âgées qui avaient signé des chèques quelques minutes auparavant s'éloignaient maintenant, entraînant les pieds, évitant tout contact visuel. La salle se vida comme si quelqu'un avait tiré le bouchon, ne laissant derrière elle que la peur et la confusion. « Vous allez être détenu pour être interrogé », informa Maddox aux jumelles, relâchant enfin le poignet de Naomi. « Tournez-vous lentement. » D'autres agents arrivèrent, remplissant les papiers avec une efficacité rodée. Ils connaissaient leur rôle dans cette mise en scène. L'accusation pour port d'armes serait probablement abandonnée plus tard, mais le mal était déjà fait. La réputation des jumelles, leur programme, la confiance de leur communauté. Tout cela s'était effondré en quelques minutes.
Malgré tout, Nia conservait son calme dangereux. Elle obéissait à tous les ordres, ses mouvements étaient précis et contrôlés, mais ses yeux ne cessaient de suivre, d'enregistrer chaque détail de cette arrestation orchestrée. Quelques heures plus tard, après les interrogatoires et les formalités, après avoir vu leur programme officiellement suspendu, après avoir vu Loretta embarquer dans une ambulance, les jumelles se tenaient seules dans le parking sombre, leur souffle formant de la buée dans l'air froid de la nuit. Nia fouilla dans le coffre de leur voiture et en sortit un vieux coffre-fort en métal. Sa surface était rayée par le temps. Le métal semblait lourd, et pas seulement à cause de son poids. « Nous ne sommes pas venus ici par hasard », dit-elle à sa sœur, sa voix chargée d'années d'opérations secrètes et d'une histoire soigneusement enfouie. Le verre brisé craquait sous leurs pieds lorsqu'elles entrèrent dans la salle communautaire. L'obscurité de minuit accentuait l'ampleur des dégâts. Des fenêtres brisées, des papiers éparpillés et de longues ombres qui semblaient se moquer de leurs espoirs passés. Nia alluma la lumière, révélant Evan en train d'installer son ordinateur portable sur une table pliante. René guida Tasha vers une chaise, les épaules de l'adolescente tremblant encore des événements de la nuit. Naomi balaya les fragments de verre en un tas bien net, ses mouvements précis, même dans le nettoyage. « Nous aurions dû vous en parler plus tôt », dit finalement Nia, rompant le lourd silence. Elle sortit un dossier sans inscription du coffre-fort, dont les bords étaient usés par des années d'utilisation. Il ne s'agit pas seulement d'un dojo corrompu ou d'un mauvais flic. « Que voulez-vous dire » demanda René, son instinct d'infirmière la poussant à se pencher en avant, attentive au changement de ton de Nia. Nia étala plusieurs documents sur la table, en prenant soin d'éviter les morceaux de verre. Il y a 8 ans, Naomi et moi n'étions pas seulement des militaires. Nous faisions partie d'une équipe d'enquête interne classée secret défense. Elle désigna des documents fortement censurés, portant des sceaux officiels. Nous traquions les réseaux de groupes extrémistes infiltrés dans les organisations communautaires, les forces de l'ordre et les administrations locales. « Comme ce qui se passe ici ?» demanda Evan, oubliant momentanément son appareil photo. « Exactement comme ici », confirma Naomi en interrompant son nettoyage. Les schémas sont identiques. Ils commencent par des espaces communautaires respectés, des dojos, des clubs de tir, des programmes pour les jeunes, des lieux où la discipline et la hiérarchie sont déjà bien établies. Ensuite, ils identifient les personnes vulnérables, a poursuivi Nia. Les adolescents qui ont besoin d'appartenir à un groupe, les adultes qui veulent du pouvoir, les personnes âgées qui se sentent oubliées. Ils créent un réseau de loyauté par la peur et les faveurs. Tasha s'est serrée plus fort dans ses bras, comme quand les Stripes ont recruté Malik. Ils l'ont forcé à faire du mal aux gens pour prouver sa loyauté. Oui, la voix de Naomi s'adoucit. Ils vous brisent, puis vous reconstruisent à leur image. Ils vous font croire que leur protection est tout ce que vous avez. « Mais pourquoi ici ?» demanda René. « Pourquoi cette ville ?» Nia sortit une carte marquée de cercles rouges bien nets, car les petites villes dont l'économie repose sur le tourisme constituent une couverture parfaite. Tout le monde connaît tout le monde. Le pouvoir reste concentré et les étrangers passent trop vite pour remarquer les schémas. Elle traça une ligne entre les endroits marqués. Nous avons suivi des réseaux similaires dans 3 États avant que l'opération ne soit interrompue. Interrompue. Evan leva les yeux de son ordinateur portable. Pourquoi? Le visage de Naomi se durcit parce que nous nous sommes trop rapprochés de personnes intouchables. Des juges, des commissaires, des chefs d'entreprise, des piliers de la communauté qui rendaient tout le reste possible. Nous avons essayé de vivre tranquillement après cela, admit Nia. Nous pensions pouvoir simplement enseigner les bases de l'autodéfense, aider les gens à se sentir plus en sécurité. Ses doigts suivirent le bord d'un document expurgé. Mais nous avons reconnu les signes dès notre arrivée. La façon dont les élèves de Blaine patrouillent une certaine rue. La façon dont Maddox cible certaines personnes lors des contrôles routiers. La coordination parfaite du tribunal. C'est pour ça que tu documentes tout. Evan comprit pourquoi tu faisais si attention aux angles de caméra et aux images de sauvegarde. Parce qu'ils se battent avec la paperasse et les procédures, confirma Naomi. Ils font du système lui-même une arme. René se leva et se mit à faire les 100 pas, nerveuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont déjà suspendu le programme, monté les gens contre nous. On arrête de réagir, dit Nia avec fermeté. Nous prenons le contrôle du conseil. Elle sortit de nouveaux documents et les étala comme des plans de bataille. Chaque permis est déposé en 3 exemplaires par des voies différentes. Chaque témoin est formé à la documentation appropriée. Chaque caméra dispose de 3 sauvegardes.
Evan ouvrit son ordinateur portable et montra un schéma du réseau. Je peux mettre en place des flux en direct redondants, proposa-t-il, un stockage dans le cloud auquel ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas les détruire. Je vais organiser les parents, ajouta René, la voix pleine de détermination. Pas seulement pour observer, mais pour enregistrer, escorter, être des témoins visibles. Nous en aurons besoin, prévint Naomi, parce qu'ils vont passer à la vitesse supérieure. L'humiliation n'a pas fonctionné. Le jeu des permis n'a pas fonctionné. L'usine d'armes a échoué. Ils vont devenir désespérés. Tant mieux, dit Nia froidement. Les gens désespérés font des erreurs. Et cette fois, nous serons prêts à les attraper tous, se redressa Tasha sur sa chaise. Et Malik et les autres enfants qu'ils utilisent, nous les protégerons, lui assura Naomi. Nous leur donnerons des moyens sûrs de se retirer. Nous documenterons leurs histoires s'ils sont prêts à parler. Mais avec prudence, mets en garde, Nia, parce que cela va plus haut que Blaine ou Maddox. Quelqu'un les protège, coordonne les réponses, fait disparaître les accusations. Elle déplia une grande carte du comté et l'étala sur la table. Des lignes rouges reliaient les commissariats, les cours, les quartiers d'affaires, formant un réseau d'influence et de contrôle. Son doigt suivit chaque connexion, chaque point de pression, jusqu'à s'arrêter sur un nom au centre. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres brisées lorsque Nia prit un marqueur. Avec une précision délibérée, elle traça un cercle autour du nom qui rendait tout le reste possible. Le juge Arlen Pike. La pièce devint silencieuse. Le poids de ce à quoi ils étaient confrontés s'abattit sur eux comme les ombres du matin. Ils ne se battaient plus seulement contre un dojo corrompu ou un mauvais flic. Ils défiaient un système conçu pour se protéger lui-même. Un système ancré par des personnes qui n'avaient jamais eu à donner un seul coup de poing pour conserver leur pouvoir. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les marches du palais de justice lorsque Naomi s'approcha de l'entrée. Elle tenait sous son bras un dossier épais rempli de documents. Nia se tenait légèrement en retrait, ses yeux scrutant méthodiquement la façade du bâtiment, comme si elle cartographiait des positions défensives. Le hall d'entrée en marbre résonnait de leurs pas. Un agent de sécurité les regardait passer le détecteur de métaux, la main posée avec désinvolture sur sa ceinture. Naomi nota son badge. Agent Phillips. Elle l'ajouterait à leur liste qui s'allongeait. À la fenêtre du greffier, une femme corpulente aux cheveux gris soigneusement coiffés leva à peine les yeux de son ordinateur. Son badge indiquait « Madame Dorothy Wilkins. Je dois déposer ses plaintes », dit Naomi en faisant glisser le dossier vers elle. Y compris le rapport d'incident de la nuit dernière. Madame Wilkins feuilleta les pages avec un désintérêt évident. Les systèmes fonctionnent lentement aujourd'hui. Le traitement de ces documents pourrait prendre un certain temps. Je vais attendre, répondit Naomi aimablement, en sortant son propre registre de documentation. Et j'aurai besoin des reçus pour chaque dépôt, s'il vous plaît, avec l'heure. Les doigts de la greffière s'arrêtèrent sur le clavier. Ce n'est pas notre procédure habituelle. J'ai le droit de le demander, dit Naomi d'une voix douce mais ferme. Elle posa du papier carbone et un carnet de reçus sur le comptoir. J'ai apporté mes propres formulaires pour faciliter les choses. Derrière elle, Nia observait le trafic matinal. Elle reconnut d'un homme en costume coûteux, James Morton, l'homme de main de Blaine, qui échangeait des signes de tête familiers avec 3 employés du tribunal. 2 adjoints qui avaient participé à la descente de police de la veille se prélassaient près de la fontaine à eau, les yeux rivés sur les mouvements de Naomi. Madame Wilkins mélangeait des papiers entre des piles arbitraires. Ceux-ci devront peut-être être revus pour vérifier leur formatage. Le formatage répond aux exigences de l'État, dit Naomi. J'ai inclus les numéros de loi pertinents sur chaque page. Elle tapota le premier document. À commencer par la perquisition illégale menée sans motif valable. Le visage de la greffière se crispa. Je vais devoir vérifier auprès de mon supérieur. Bien sûr, sourit Naomi. Je noterai également cette demande. Elle prit soigneusement note dans son journal, en précisant l'heure. Nia regarda un groupe d'avocats se saluer en se tapant dans le dos et en échangeant des blagues entre initiés. Leur rire résonnait sur le sol en marbre, mais leurs yeux ne cessaient de se tourner vers la fenêtre du greffier. La nouvelle se répandait. Les jumeaux ne reculaient pas. Les portes principales s'ouvrirent et le juge Arlen Pike entra d'un pas décidé. Il se déplaçait comme s'il était le propriétaire des lieux. Avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa présence imposait un respect immédiat. Blaine Harker marchait à ses côtés. Leur conversation semblait décontractée et chaleureuse. « Patriot Tiger est une bénédiction pour cette communauté », déclara Pike, s'adressant à Carrie. « La discipline que vous inculquez à nos jeunes, Blaine,
C'est exactement ce dont nous avons besoin en ces temps troublés. Blaine baissa la tête avec une fausse modestie. J'essayais simplement de maintenir des normes, votre honneur. Pike se retourna, balayant la salle de son regard judiciaire exercé, et se figea pendant une fraction de seconde lorsqu'il vit les jumeaux. Quelque chose a brillé dans ses yeux. La reconnaissance puis l'inquiétude, rapidement masquées par la courtoisie professionnelle. « Ah, nos nouveaux instructeurs », a-t-il repris avec aisance. « J'espère que vous trouvez notre petite ville accueillante. »« En partie », répondit Naomi d'un ton neutre, sans lever les yeux de ses documents. Le sourire parfait de Pike vacilla. Nia le remarqua, ce signe infime qui trahit d'un homme réalisant que son pouvoir n'est peut-être pas absolu. Madame Wilkins revint avec un superviseur qui commença à examiner leurs plaintes avec une minutie exagérée. Il semblait y avoir des irrégularités. C'est à cause de ces irrégularités que nous portons plainte. Naomi dit, « Veuillez noter les déclarations des témoins aux pages 4 à 7. » À l'extérieur du guichet, la routine matinale se poursuivait. Les membres du personnel échangeaient des regards significatifs. Des papiers circulaient entre les bureaux. Des appels téléphoniques étaient passés à voix basse. Le tribunal exécutait sa danse chorégraphiée d'obstruction bureaucratique. L'adjoint Maddox apparut à côté de Naomi, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son après-rasage. « Ça fait beaucoup de paperasse, » dit-il doucement. « J'exerce simplement mes droits en tant que citoyenne, » répondit Naomi, qui en continuant à écrire dans son journal. « Vous savez, » Maddox se pencha vers elle, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Vous devriez peut-être considérer la situation dans son ensemble. Voulez-vous vraiment être le genre de femme que tout le monde regrette? » Naomi se tourna vers lui, ses mouvements lents et précis. « Je veux que la vérité soit consignée, adjointe Maddox. » Elle soutint son regard. Chaque incident, chaque témoin, chaque comportement inexplicable. Nia remarqua que le juge Pike observait cet échange, l'air calculateur. Il murmura quelque chose à son greffier, qui s'éloigna précipitamment. Le superviseur finit par tamponner leurs plaintes, incapable de trouver de raison légitime de les rejeter. Naomi insista pour obtenir des copies de tous les documents, vérifiant méthodiquement chaque horodatage et chaque signature. Peut-être Pike appela de l'autre côté du couloir, sa voix perdant sa chaleur habituelle. Nous devrions discuter de cette situation en privé, pour le bien de tous. Nia se rapprocha de sa sœur, sa voix à peine audible. Il vient de confirmer qu'il est impliqué. Le soleil matinal s'était élevé, éliminant les ombres des marches du palais de justice. Mais à l'intérieur, sous le marbre poli et les sourires étudiés, des courants plus sombres s'agitaient. Chaque formulaire tamponné, chaque échange documenté, chaque observation minutieuse était une nouvelle fissure dans la façade respectable du système. Madame Wilkins fit glisser le dernier reçu sur le comptoir, son attitude dédaigneuse ne parvenant pas à masquer la tension dans ses mouvements. Les jumelles étaient venues armées de papier plutôt que de poings, et d'une certaine manière, cela semblait plus dangereux pour tous ceux qui les observaient. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du centre communautaire, tandis que Loretta James était assise dans son fauteuil rembourré, le cou bien maintenu par une minerve, mais l'esprit intact. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, alors qu'elle coordonnait les efforts des membres de l'Église et des dirigeants communautaires. « Oui, Sir Watson, nous avons besoin que ces chaises soient livrées avant 4 heures, » ordonna Loretta, la voix forte malgré sa blessure. « Et dites à frère Marcus d'apporter son appareil photo, le bon, celui qui a la fonction d'horodatage. » De l'autre côté de la pièce, Nia et Naomi avaient transformé l'espace en centre de commandement. Des papiers recouvraient les tables pliantes, permis en triple exemplaire, décharges médicales, protocoles de sécurité et plans détaillés. Evans testait les angles de caméra, tandis que Danny Wells interrogeait les témoins, son enregistreur capturant chaque mot. « Racontez-moi encore une fois le recrutement, » dit Danny à Malek, qui était assis, nerveux, à tripoter sa manche. « Que s'est-il passé exactement après les cours normaux? » « Il séparait certains élèves, expliqua Malek à voix basse. « Il nous emmenait dans l'arrière-salle. Blaine nous disait que nous devions faire nos preuves, montrer notre loyauté. Au début, c'était anodin. Il colportait des rumeurs sur les gens qu'il n'aimait pas. Puis ça a empiré. » Naomi s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Tu t'en sors très bien, Malek. N'oublie pas que nous avons mis en place des mesures de sécurité. Personne ne peut s'approcher de toi sans passer par nous. » Nia se tenait devant un tableau blanc où elle indiquait les positions. « Poste médical ici, » marqua-t-elle d'un trait précis. « Observateur juridique le long de ce mur. Les parents témoins forment une ligne ici, visible mais protégée. Chaque sortie est surveillée par au moins 2 caméras. J'ai 3 configurations de diffusion en direct distinctes, a rapporté Evan en ajustant une lentille cachée.
le flux principal, le système de secours et les unités d'urgence qui se téléchargent automatiquement en cas de perturbation. De plus, 15 parents ont leur téléphone prêt à enregistrer. Renee Caldwell est entrée avec un groupe de parents à l'heure déterminée, chacun muni d'un bloc-notes. Nous avons 25 personnes confirmées pour la file des témoins, a-t-elle annoncé. Tous ont été informés des procédures de documentation appropriées. Naomi a réuni tout le monde pour une formation, d'une voix calme mais autoritaire. N'oubliez pas d'engagement physique avec les adjoints. S'ils interviennent pour dégager une zone, reculez doucement et continuez à enregistrer. Protégez nos aînés en restant près d'eux, mais ne touchez jamais les forces de l'ordre. Gardez vos téléphones à hauteur de poitrine, bien stables, et affichez toujours l'heure. Et s'ils essaient de nous provoquer, a demandé un parent. Ils essaieront, a confirmé Nia. C'est leur mode opératoire. Mais nous restons disciplinés. Chaque provocation, chaque bousculade, chaque accident sera documenté. Pas de réaction, juste des preuves. Danny a feuilleté ses notes. Cela va plus loin qu'une rivalité sportive. Je constate une intimidation systématique, un abus d'autorité, un harcèlement ciblé des minorités et des personnes âgées. La bagarre n'est que la partie visible. Exactement. Nia a acquiescé. L'exposition est un appât. Ils ont besoin de prouver leur domination publiquement, mais notre véritable objectif est de révéler le réseau qui se cache derrière. Naomi a montré au groupe la bonne technique d'enregistrement. D'abord un grand angle, puis un zoom sur les badges, les visages et tout contact physique. Gardez les coudes serrés pour plus de stabilité. Si quelqu'un vous bloque la vue, changez calmement de position. Ne discutez pas. Loretta dirigeait la circulation depuis sa chaise en coordination avec les bénévoles de l'Église. Sir Jenkins apporte des points d'eau. Le diacre Brown s'occupe de la sécurité du parking. Et le révérend Walsh a accepté d'ouvrir la cérémonie par une prière. Cela ajoute une respectabilité qu'ils ne peuvent pas facilement ignorer. Les permis ont été déposés en 3 exemplaires, a rapporté Nia en montrant les documents tamponnés. Un exemplaire a été envoyé à la mairie, un autre au bureau du comté, un autre à notre avocat, et des copies numériques ont été envoyées à 5 adresses e-mail différentes. Rien ne disparaîtra cette fois-ci. Evan a testé ses systèmes de sauvegarde. Les écrans montrent plusieurs angles de la pièce. Les caméras principales sont ici et ici. Des caméras cachées sont placées dans ces coins. Les images sont téléchargées automatiquement toutes les 30 secondes. Ils ne peuvent pas couper tous les flux. Et j'ai 3 journalistes extérieurs qui viennent, ajoute Danny, plus un contact au Journal national. Cela ne sera pas relégué au rang d'actualité locale. Naomi a travaillé avec un groupe de personnes âgées pour leur enseigner les positions d'observation sûres. Restez derrière la ligne de démarcation. Si quelqu'un s'approche de manière agressive, reculez et signalez la présence de témoins. Ne vous engagez pas au-delà de cela. Les parents s'entraînent à documenter les événements, à former des fils, à maintenir les distances, à garder leur téléphone à portée de main, mais sans les montrer. René se déplace parmi eux, vérifiant les positions et les lignes de vue. N'oubliez pas, a déclaré Nia à l'Assemblée. Ils s'attendent au chaos. Ils veulent semer la peur. Nous leur offrons au contraire un calme et une précision sans faille. Chaque mouvement est documenté, chaque témoin protégé, chaque procédure suivie à la lettre. Le téléphone de Malek a vibré. Un message de Blaine est apparu à l'écran. La main du garçon tremblait légèrement tandis qu'il le lisait à haute voix. J'ai hâte de leur enseigner le respect lors de votre petit spectacle caritatif. Il est temps de rappeler à tout le monde pourquoi nous sommes la seule véritable école d'arts martiaux de la ville. Les Stripes avaient déjà publié des messages en ligne appelant leurs partisans à venir, promettant de mettre fin à ces fraudes une fois pour toutes. Leur raillerie confiante montrait qu'ils ne comprenaient toujours pas à quoi ils faisaient une face. Ils pensent qu'il s'agit de se battre, observa Naomi tranquillement, qu'ils continuent à le croire. Danny termina un autre entretien avec un témoin, l'air sombre mais déterminé. Je n'écris pas sur un combat dans une salle de sport. Je dénonce un abus de pouvoir systématique et l'infrastructure qui le rend possible. L'exposition n'est que le lieu où tout cela devient visible. Loretta passa un autre appel, sa voix résonnant dans toute la pièce. Oui, Bishop, nous avons besoin que vos observateurs juridiques soient lotos. Ces gens ne jouent pas franc jeu, mais nous allons jouer intelligemment. La lumière de l'après-midi changeait tandis que les gens continuaient à se préparer, à vérifier leur équipement, à revoir leur position, à répéter leur rôle. Chaque détail était pris en compte, chaque éventualité prévue. Les jumelles avaient transformé un piège en scène et les acteurs étaient tous en place.
Le centre communautaire bourdonnait d'une tension électrique alors que les gens se pressaient dans la salle, serrés les uns contre les autres. Des chaises pliantes étaient alignées le long des murs, où les seniors étaient assis, protégés par un cercle de parents vigilants. Les appareils photo des téléphones brillaient partout, tenus fermement et à hauteur de poitrine, comme ils l'avaient répété. Nia et Naomi se tenaient calmement près du bord du tapis, vêtus de simples uniformes noirs sans insigne de grade. De l'autre côté de la salle, Blaine se languissait dans son uniforme décoré, entouré de ses subordonnés qui se pavanaient et s'étiraient avec des mouvements exagérés. L'adjoint Maddox plaçait les agents à des endroits stratégiques, essayant de bloquer les angles de caméra, mais les témoins ajustaient simplement leur position comme ils l'avaient répété. Le juge Pike était assis au premier rang, arborant son sourire paternel, tandis que ses yeux passaient d'un visage à l'autre. « Diffusion en direct confirmée », murmura Evan dans son casque, vérifiant plusieurs écrans. « Flux principal et toutes les sauvegardes fonctionnent. » Danny Wells se tenait à proximité, micro près, parlant doucement dans son enregistreur tout en documentant la scène. René guida Tasha et Malik vers leur poste d'observation où ils pouvaient enregistrer en toute sécurité derrière la ligne des parents. « N'oubliez pas, murmura-t-elle, quoi qu'il arrive, restez en position et continuez à filmer. » L'arbitre appela les deux camps au centre. Jace sautillait agressivement, souriant aux jumeaux tandis que Blaine exposait les règles de l'exhibition avec une courtoisie théâtrale. « Simple combat d'entraînement, » annonça-t-il pour les caméras. « Technique propre uniquement. Montrez à ces gens la différence entre les arts martiaux réels et ce que c'est que ce truc. » Ses pads provoquèrent des ricanements parmi ses supporters. Naomi s'avança la première, ses mouvements précis et contrôlés. Jace tourna autour d'elle avec une assurance prédatrice, la testant avec des coups rapides qu'elle déviait avec aisance. Le premier échange semblait presque professionnel, jusqu'à ce que la main de Blaine fît un signe subtil de la main. L'attitude de Jace changea du tout au tout. Sa prise suivante se referma illégalement autour de la gorge de Naomi. Elle la brisa proprement, mais il lançait déjà un coup de genou interdit par les règles. La foule se tendit lorsque Naomi esquiva, conservant sa discipline malgré l'escalade. Remarquez le contact illégal. Danny parla clairement dans son micro. Les règles de l'exhibition interdisaient spécifiquement les attaques à la gorge et les coups de genou sur des adversaires debout. Blaine fit un nouveau signe. Jace lança un coup de coude délibéré vers la tempe de Naomi. Un coup potentiellement mortel dans un combat d'exhibition. Elle commença à l'esquiver, mais il la rattrapa avec un coup brutal qui la toucha de plein fouet. Naomi trébucha, sa vision se brouilla et des cris d'inquiétude légitimes se propagèrent dans la foule. Maddox se pencha en avant, la main posée sur sa ceinture, attendant clairement une excuse pour intervenir. Son sourire narquois indiquait qu'il s'attendait à ce que les jumeaux finissent par perdre le contrôle. Au lieu de cela, Nia est montée sur le tapis avec une précision froide. Son visage ne montrait aucune rage, mais ses mouvements étaient passés de l'exhibition à l'efficacité. Elle a coupé les angles qui piégeaient l'élan de Jace, redirigeant ses coups sauvages dans le vide. Chaque fois qu'il chargeait, elle dégradait davantage son équilibre. « Regardez attentivement », a commenté Danny. Aucune force excessive n'était utilisée, juste un contrôle de la position contre des attaques de plus en plus dangereuses. Jace lança une autre combinaison illégale. Cette fois, Nia la neutralisa définitivement. Un piège rapide sur sa jambe avant, un balayage précis et une prise contrôlée qui le cloua au sol. Elle maintint sa position, appliquant juste assez de pression pour l'immobiliser sans le blesser, puis le relâcha dès que l'arbitre annonça la pause. Le visage de Blaine se déforma de rage. Il se précipita vers le tapis et ses adjoints se ruèrent vers lui comme un seul homme. Les murmures de la foule se sont transformés en crainte alors que la situation basculait vers le chaos. « Arrêtez la diffusion !» a aboyé Maddox à ses adjoints. « Problème de sécurité. Arrêtez tout immédiatement. » Mais les caméras cachées d'Evans ont continué à filmer, capturant tout. Dans la confusion, l'homme de main de Pike s'est frayé un chemin à travers la foule avec une discrétion experte. Plusieurs angles ont montré qu'il glissait de l'argent dans la main de Maddox, se penchant vers lui pour lui murmurer des instructions. « Nous assistons actuellement à une tentative de dissimulation », annonça Danny dans son micro, sa voix couvrant clairement le bruit. L'adjoint Maddox semble recevoir un paiement et des instructions d'un associé connu du juge Pike, tout en tentant de supprimer des preuves vidéo. L'homme de main se figea. Maddox a serré les billets dans sa main et le masque de respectabilité soigneusement entretenu par le juge Pike s'est fissuré lorsqu'il a compris ce qui se passait. À l'attention de tous les enquêteurs de l'État qui regardent cette retransmission en direct, a poursuivi Danny avec professionnalisme,
J'observe plusieurs violations des protocoles de sécurité de l'exposition, une tentative de suppression de preuves et ce qui semble être un échange de fonds entre les forces de l'ordre et le personnel judiciaire pendant un incident en cours. L'atmosphère de la pièce se transforma lorsque ces mots furent entendus. Les caméras des téléphones pivotèrent pour capturer l'expression de Pike, le malaise évident de Maddox et la tentative de retraite des fixeurs. L'attitude agressive des Stripes s'estompa lorsqu'ils réalisèrent que leur immunité habituelle pourrait ne pas s'appliquer. Toutes les retransmissions sont toujours en cours, confirma Evan à voix basse. Le bureau de surveillance de l'État accuse réception du flux en direct. La rage de Blaine se transforma en calcul désespéré alors qu'il voyait sa base de pouvoir s'effondrer en temps réel. Les jumeaux maintinrent leur posture disciplinée, sans avancer ni reculer, tandis que des dizaines de témoins enregistraient chaque réaction. Pike se leva brusquement, le visage blême, tandis que Danny répétait « Pour confirmer à nos téléspectateurs au niveau de l'État, cela se passe en ce moment même, diffusé en direct à partir de plusieurs sources vérifiées. » Le hurlement des sirènes rompit la tension alors que les véhicules officiels convergeaient vers le centre communautaire. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers les fenêtres, projetant des ombres mouvantes sur les visages qui avaient été témoins de l'histoire en train de se dérouler. 2 ambulanciers se frayèrent un chemin à travers la foule avec une urgence professionnelle, leur équipement cliquetant alors qu'ils s'approchaient de Naomi. Nia soutint le poids de sa sœur, une main posée fermement sur le dos de Naomi pendant que les médecins commençaient leur examen. « Suivez mon doigt », ordonna l'un d'eux, braquant une lampe stylo sur la vision de Naomi. « Avez-vous des nausées? »« Des vertiges », répondit Naomi clairement, mais elle grimaça au mouvement de la lumière. Les enquêteurs de l'État en civil se dispersèrent dans la pièce avec une efficacité rodée, séparant les témoins clés et sécurisant les preuves. 2 agents s'approchèrent de l'adjoint Maddox, qui vit soudainement son autorité s'effondrer. « C'est une affaire locale », s'écria Maddox, sa voix résonnant dans la pièce désormais silencieuse. « Vous n'avez aucune compétence ici. » Il tenta de les bousculer pour se diriger vers la sortie. « En fait, » répondit calmement l'agent en chef, « les multiples allégations de violation des droits civils et de corruption nous donnent une compétence très claire. » Elle brandit son téléphone, montrant le flux en direct toujours en cours de lecture. « Voulez-vous expliquer l'échange d'argent que nous venons tous de voir? » Le visage de Maddox s'est assombri. C'était une affaire personnelle, vous déformez les faits. Sa voix montait à chaque dénégation, attirant davantage de caméras, de témoins et de preuves de sa perte de contrôle. De l'autre côté de la pièce, Blaine s'est retrouvé acculé par une autre équipe d'agents. Malik se tenait à proximité, les épaules droites malgré ses mains tremblantes, décrivant en détail le programme de mentorat. « Ils nous ont fait vandaliser des choses, dit-il clairement. Ils ont dit qu'on devait faire nos preuves. Monsieur? » Harker choisissait les cibles et nous disait quoi détruire. Evan s'avança avec son ordinateur portable, montrant des images de Blaine faisant pression sur des adolescents dans l'arrière-salle du dojo. Le son était cristallin. Menaces, demandes de paiement de loyauté, instructions pour des campagnes de harcèlement. Le charme habituel devant la caméra s'est effondré lorsque les menottes ont cliqueté autour de ses poignets. Blaine Harker, vous êtes en état d'arrestation pour complot, intimidation criminelle et corruption, a déclaré l'agent. Nous avons des preuves de votre implication dans l'orchestration de faux rapports de police, y compris la tentative de placement d'armes de ce soir. Le juge Pike a tenté de s'éclipser pendant l'agitation, mais s'est retrouvé bloqué par les marshals fédéraux. Ils lui ont signifié des ordres immédiats, le retirant de toutes les affaires liées à l'enquête. Son image d'autorité bienveillante, soigneusement cultivée, s'est effondrée lorsque ses alliés du tribunal se sont littéralement éloignés de lui, soudainement fascinés par leur téléphone ou les carreaux du sol. La foule s'est écartée comme une vague lorsque Loretta James a fait son entrée, se déplaçant prudemment avec son corset dorsal, mais rayonnant d'une autorité absolue. Sa présence a attiré tous les regards, inspirant plus de respect que n'importe quel badge ou ceinture. Elle a observé la scène avec une satisfaction féroce. Il était temps, a-t-elle déclaré, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la salle. Certaines personnes pensaient être les propriétaires de cette ville depuis si longtemps qu'elles avaient oublié qu'elle nous appartenait à tous. Elle se dirigea vers les jumeaux et se tint à leur côté pendant que les agents de l'État continuaient à recueillir les déclarations. René coordonna les parents témoins, s'assurant que toutes les vidéos étaient correctement sauvegardées et soumises. Tasha resta près de Malik, les 2 adolescents semblant stupéfaits,
mais fiers que leur témoignage ait contribué à faire tomber les personnes qui les avaient terrorisés. Danny Wells continua à documenter la situation avec précision, interrogeant les témoins clés tant que tout était encore frais dans leur mémoire. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des messages des grands médias qui reprenaient l'information. L'histoire se répandait déjà au-delà des frontières de la ville. Une représentante d'un groupe de défense des anciens combattants se fraya un chemin à travers la foule, agitant des papiers. « Nous avons obtenu un financement d'urgence », annonça-t-elle aux jumeaux. « Votre programme peut redémarrer immédiatement avec un soutien complet. » D'autres donateurs ont suivi, offrant des ressources, des locaux, du matériel, tout ce que le réseau de Blaine avait tenté de leur refuser. Les ambulanciers ont finalement autorisé Naomi à bouger, tout en recommandant un suivi médical pour des symptômes légers de commotion cérébrale. Elle s'est levée prudemment, la main de Nia toujours posée sur son dos, observant le résultat de leur préparation minutieuse. Tous les témoins étaient restés calmes et avaient suivi le plan. Toutes les caméras avaient continué à filmer. Toutes les preuves avaient été conservées. Madame, un agent de l'État s'est approché de Nia avec respect. Nous aurons besoin de déclarations détaillées sur le harcèlement et les violations des droits civils. Vos documents nous ont été extrêmement utiles. Nia acquiesça. Tout est classé par ordre chronologique. Les dossiers remontent au premier refus de permis avec les déclarations des témoins et les images archivées. À travers les fenêtres, Dawn commençait à peindre le ciel de couleur douce. Les derniers véhicules de police repartirent avec leurs prisonniers. Des équipes de nettoyage arrivèrent pour réparer les dégâts causés par les affrontements précédents. Les parents aidèrent les personnes âgées à remonter dans leur voiture, tout le monde discutant tranquillement de ce dont ils avaient été témoins. Le lendemain matin, le soleil brillait à travers les nouvelles fenêtres, réchauffant la salle d'entraînement où les personnes âgées et les adolescents se rassemblaient sur de nouveaux tapis. Nia et Naomi se déplaçaient dans la pièce, ajustant les postures, encourageant les participants, créant l'atmosphère de soutien qu'elles avaient toujours imaginée. Dehors, un ouvrier se tenait en équilibre sur une échelle, fixant les dernières lettres d'une nouvelle enseigne. La lumière du matin se reflétait sur la peinture fraîche, la faisant briller. Le Centre de sécurité communautaire Loretta James. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime pour soutenir ma chaîne et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. À l'écran, j'ai sélectionné 2 histoires spéciales rien que pour vous. Passez une excellente journée.